Bonjour, aujourd'hui je suis très heureuse d'être avec Florence de Passionnément. Bonjour Florence Bonjour Anna. et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Florence est experte en communication et coach pour les femmes entrepreneuses et j'ai fait le choix de l'interviewer sur la communication car la qualité de nos relations dépend de la façon dont nous communiquons et ce dans tous les domaines de la vie mais notamment dans la relation du couple. Du coup, Florence va nous parler aujourd'hui de quel est l'impact de la communication dans nos relations. Mais avant ça, je vais la laisser se présenter. Donc, bonjour Anna et merci de m'avoir invitée. Bonjour à tous les auditeurs, spectateurs de cette vidéo. Donc, moi, je suis effectivement Florence. J'ai fondé Passionnément en 2011. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent développer leur visibilité, mieux communiquer à l'oral et à l'écrit pour développer aussi leur activité au final et attirer les personnes pour qui elles peuvent être une contribution. Donc, j'accompagne mes clientes à la fois sur la dimension technique, stratégie de communication, mais aussi sur la dimension plus personnelle de la posture pour bien communiquer. Parce qu'au-delà des mots, au-delà des outils qu'on peut utiliser pour développer notre visibilité, il y a aussi toute la question de l'alignement intérieur, le travail sur soi, le développement personnel finalement qui va être primordial. Bien sûr. Alors, beaucoup d'entre nous choisissons nos métiers comme pour réparer quelque chose de notre enfance. C'était ton cas? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la communication ton métier? Alors, à la base, moi, depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par la magie des mots. J'adorais me réfugier dans les histoires pour m'évader de mon quotidien. J'adorais aussi manier les mots pour recréer finalement une autre forme de réalité, soit en racontant des histoires, soit en reformulant aussi ce que je percevais autour de moi. Ça m'aidait finalement à mieux appréhender le monde. Donc, les mots ont toujours été le fil rouge de mon parcours. Après mes études à dominante littéraire, j'ai eu l'opportunité de démarrer ma carrière comme attachée de presse. Et là, j'ai découvert tout un univers qui est la communication Mm. d'entreprise. Pendant longtemps, je me suis cachée derrière l'écrit quand même. C'est-à-dire qu'à l'écrit, j'étais rassurée de maîtriser les mots, maîtriser le message. Et puis, je n'étais pas en face de mes interlocuteurs pour voir comment c'était Mm. reçu. Donc, je me Bien. sentais en sécurité. En 2011, quand j'ai fondé Passionnément et que je me suis donc découverte entrepreneur, j'ai été obligée de porter mon message non seulement à l'écrit, mais aussi à l'oral face à des publics, dans des rendez-vous en one-to-one, juste face à face avec des clients ou des prospects, mais aussi face à des groupes dans les réseaux, quand on va présenter son activité ou quoi que ce soit, on est souvent confronté à des prises de parole en public. Et là, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins à l'aise. Déjà, étant petite, j'étais timide, inhibée. Et là, en tant qu'entrepreneur, ça devenait très, très challengeant. Et donc, j'ai travaillé sur moi aussi pour aller voir ce qui se cachait derrière ces appréhensions, derrière tout ce qui pouvait m'empêcher de communiquer. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai cette approche globale à la fois sur les techniques, mais aussi sur la posture, parce que Mm. finalement, les deux sont très liés et que c'est la clé pour pleinement s'épanouir et se développer dans nos activités. Donc, oui, ça a réparé une blessure de l'enfance par rapport à ma timidité, voilà, la réserve que j'avais naturelle. Après, peut-être aussi que justement, cette réserve naturelle crée chez moi une frustration à ne pas être capable de faire passer mon message, à ne pas être capable de connecter vraiment avec les gens. Et aujourd'hui, j'ai un tel plaisir à trouver cette qualité-là dans les relations avec les autres, que j'ai aussi envie de transmettre ça à toutes les personnes qui me font confiance pour ça. Mm. Tout à fait. Je sais que tu travailles notamment avec les femmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir aider spécifiquement les femmes à réussir dans cette sphère?
Alors, spécifiquement les femmes, en fait, ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire que ça n'a pas vraiment été, ça n'a pas complètement été un choix de ma part initialement, mais le fait est que c'est essentiellement des femmes qui sont venues à moi. Et en m'interrogeant à ce sujet-là, je me rends compte que ben, c'est sans doute moi qui l'ai généré aussi, bien sûr, parce que je me sens en affinité. Alors, déjà du fait que je suis une femme, évidemment, il y a une affinité naturelle sans doute, mais aussi parce que sans être féministe militante, j'ai quand même conscience qu'aujourd'hui, la place des femmes dans le monde professionnel en règle générale, mais encore plus spécifiquement dans l'entrepreneuriat, est encore sous-valorisée et sous-développée. Il y a environ que 30% des chefs d'entreprise qui sont des femmes, donc on n'est pas à parité. Alors bon, c'est un fait, je ne cherche pas à lutter contre ça, je ne vais pas provoquer des réformes ou quoi que ce soit, mais simplement j'ai à cœur d'encourager et de soutenir toutes les femmes qui ont volonté de se développer, qui ont l'ambition et vraiment la motivation de se développer et de créer une activité à part entière. Ce que je peux ajouter par rapport à ça aussi, c'est qu'en tant que femme, de par l'histoire des générations passées, de par l'histoire de la société, on a beaucoup de croyances, beaucoup de mémoires qui font qu'on ose peut-être moins se mettre en avant, on ose peut-être moins promouvoir nos services. On a des idées erronées, des représentations erronées sur ce que c'est que de se vendre. Déjà, rien que le terme n'est pas très engageant. Et du coup, voilà, j'aimerais contribuer à faire que les femmes soient beaucoup plus à l'aise par rapport à tout ça et qu'elles puissent pleinement rayonner et apporter leur contribution dans le monde. Super. Je pense que tout le monde assimile le fait de parler avec celui de communiquer. Pour toi, il y a une différence entre communiquer et parler? Complètement. Parler, c'est simplement exprimer à l'oral ou à l'écrit, mais en tout cas, enfin, parler, c'est vraiment à l'oral, c'est verbaliser ce qu'on pense, exprimer tout haut finalement des choses qu'on a dans la tête. On peut même parler tout seul en fait, donc c'est pas communiquer. Communiquer, en revanche, c'est vraiment établir une connexion avec l'autre. Donc communiquer, connexion, communion, contact, tous ces mots-là finalement ont la même origine. Et donc, ce qui fait la différence entre parler et communiquer, c'est la dimension de l'autre, la personne à qui on s'adresse et la qualité de la relation que du coup, on va pouvoir établir. Donc, dans communication, il y a vraiment l'idée de relation. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de carences de communication à l'âge adulte? Alors, il y a deux choses que j'identifie principalement, et même trois, mais déjà, il y a la société qui met un certain cadre, un cadre qui n'est pas officiel, il n'y a pas de règles établies, on est dans une société où on a la liberté d'expression, donc potentiellement on peut communiquer sur tout ce qu'on veut, mais le fait est qu'il y a des sujets tabous, l'argent, la sexualité, par exemple, pour ne citer que les deux principaux, et qui peuvent avoir une très grande influence dans le couple d'ailleurs. Donc ça, au niveau de la société, déjà, il y a des sujets tabous, des sujets des choses dont on ne parle pas, qui font que, en termes de communication, on peut être empêché de parler d'aborder certains sujets. Après, il y a toute notre éducation aussi qui peut peser et nous réfréner dans notre élan de communiquer et qui, une fois adulte, c'est tellement engrammé en nous que finalement, on ne s'en rend même pas compte et on a du mal à communiquer. L'éducation, ça peut être quand on est petit et qu'on nous dit « tais-toi ». Là, ce sont les adultes qui vont parler. Voilà, plein de choses, plein de moments où on a été soit carrément muselé dans notre communication, on nous dit tais-toi, ou alors dénigré aussi. Ah, mais toi, tu es trop petit, tu sais pas de quoi on parle, etc. Donc, voilà, plein de moments où on a été évincé qui font qu'à l'âge adulte, finalement, on a des complexes pour communiquer et on n'ose pas
Voilà, vraiment exprimer ce qu'on a à dire. Après, la troisième chose qui fait aussi qu'on peut avoir des carences, c'est certains événements de la vie, pas seulement dans l'enfance, même à l'âge adulte, des chocs, des traumatismes, des relations toxiques, des choses qui nous ont blessés et qui nous ont, voilà, du coup, renfermés et qui font qu'après, on n'ose plus communiquer. Je pense notamment à ceux qui sont empathiques et qui ressentent beaucoup les émotions de l'autre et qui ont pu, dans leur vie, être la cible d'abus divers et variés et qui font que ils se sont complètement retranchés finalement et qui n'ont plus cette capacité à communiquer parce que c'est une défense finalement qu'ils ont posée. Oui. C'est vrai que pour chacun d'entre nous, il y a des mots qui nous ont marqués, qui sont restés gravés dans la mémoire, des bons comme des mauvais. Hein. Il y a des mots qui tuent et puis d'autres qui sont du baume pour le cœur. J'aimerais que tu me parles un peu du pouvoir des mots. Alors pour moi, c'est un sujet vraiment important et essentiel parce que comme je disais, depuis que je suis petite, je suis fascinée par la magie des mots et cette capacité qu'on a grâce aux mots à recréer finalement quelque chose. On peut transformer beaucoup grâce aux mots. Et notamment après, avec les enfants, ou du coup, nous, quand on a été enfant, on a pu recevoir des mots, être nourris de mots qui nous ont effectivement soit aidés à grandir, soit au contraire freinés dans notre évolution. Il y a des mots, tous les mots d'amour, les mots valorisants, les encouragements, le soutien qui nous portent, et y compris à l'âge adulte, hein, quand on reçoit des mots... oui, des mots qu'on qualifie de positifs, en tout cas des mots qui nous font du bien, qui nous donnent de l'énergie. Et à côté de ça, évidemment, on a pu recevoir au contraire des mots blessants, des mots qui, quand on nous a demandé de nous taire, mais aussi quand on nous a dit qu'on n'était pas légitime, quand on nous a renvoyé le fait que ce qu'on faisait n'était pas bien, etc. Tout ça qui nous a finalement... amenés à nous diminuer ou à nous cacher ou à nous retrancher, etc. Donc les mots sont vraiment impactants, ont vraiment un poids énorme parce qu'ils ont une charge émotionnelle qui leur est propre. Donc ça, c'est une première chose. Après, il faut voir aussi qu'avec les mots, on ne met pas tous la même chose derrière chaque mot et que par conséquent, il faut aussi avoir conscience qu'il y a des choses qu'on a pu recevoir dans l'enfance et qui nous ont marqués, mais finalement qu'on a mal interprétés. Donc, il faut aussi être capable de se remettre en question et les mots, pour ça, nous aident beaucoup. Moi, par exemple, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'écrire. Quand je reçois quelque chose, j'écris et le fait de l'écrire me permet de voir d'autres dimensions des mots apparaître et j'arrive à me projeter un peu alors, pas forcément dans la tête de l'autre, parce que je ne serai jamais dans la tête de l'autre et je ne peux pas savoir ce qu'il pense, mais en tout cas, je peux ouvrir de nouvelles perspectives et me dire, ah, mais moi, je comprends ça, mais en fait, peut-être qu'il aurait voulu aussi dire ça, et ça, et ça, et ça. Et donc, c'est un des principes des accords Toltec aussi, c'est ne pas faire de suppositions, ne pas prendre pour soi et aller questionner un petit peu tout ce qu'on met derrière les mots. Donc, voilà, mais c'est un travail sans fin. Bien sûr. Je sais que dernièrement, il y a pas mal d'expériences qui ont été faites avec des plantes en disant des mots durs et d'autres des mots d'amour et on voit bien l'effet positif et négatif qu'il y a sur les plantes. Donc en fait, oui. Il y a une très belle, on peut trouver ça sur YouTube, de très belles expériences qui ont été faites par un japonais dont je ne saurais pas prononcer le nom, mais des expériences sur l'eau notamment et sur les... Donc il y a une expérience avec des grains de riz que j'ai eu la chance de faire à la maison avec mes enfants. Donc des grains de riz, donc on fait 2 bocals, un auquel on va donner on va déverser toutes nos pensées négatives, tous nos sentiments durs, etc. Puis l'autre, au contraire, où on va envoyer plein d'amour, plein de bonté, plein de gratitude, etc. Et ça marche. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, effectivement, on avait un pot de riz
conservé dans les mêmes conditions, hein, le même riz qui avait simplement été séparé en deux, un pot où il y avait très peu de champignons, très peu de moisissures, etc., presque encore le riz blanc, et l'autre qui était tout noir, tout moisi, tout pourri, c'était vraiment moche. Donc ça, c'est assez probant et on peut le faire à la maison. Et en vidéo, on voit aussi l'impact que ça a sur de l'eau givrée et les formes qui sont... c'est vraiment passionnant. Il faut vraiment aller regarder ces vidéos sur YouTube sur les mots. Alors, je ne sais plus comment s'appelle le japonais, mais je retrouverai, je pourrais mettre le lien sous la vidéo. D'accord. C'est vrai que on n'est pas très conscient de la façon dont on communique. Comment on pourrait prendre en fait, conscience pour s'améliorer? Alors, la première chose, c'est de le vouloir, d'avoir conscience qu'on peut s'améliorer et de vouloir s'améliorer. Parce que ça nécessite d'aller regarder en soi, ça nécessite de bien se connaître sous toutes nos facettes, celles qu'on aime bien et puis celles qu'on n'a pas envie d'aller regarder. Donc, parce que la première chose fondamentale pour mieux communiquer, ça part de soi. C'est un travail sur soi, bien se connaître. À partir du moment où on a réussi à avoir cette assurance en soi, cette confiance en soi, on peut aussi faire le travail d'ouverture à l'autre et d'accueil de l'autre tel qu'il est, avec ses bons et ses mauvais côtés aussi, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît moins. Donc, il y a ça. Un moyen aussi de mieux communiquer, c'est d'observer là où on a des frustrations dans la relation, tout ce qui ne fonctionne pas, et partir de là et se remettre en question sur pourquoi est-ce que là je me vexe, par exemple, qu'est-ce que ça me fait à moi, qu'a voulu dire l'autre, est-ce que c'est à cause d'un malentendu, il a dit quelque chose que j'ai mal reçu, mais en fait parce que j'ai mal compris ce qu'il a voulu dire, ou est-ce que c'est parce que ça va appuyer sur un déclencheur chez moi et donc quelque chose que j'ai à travailler chez moi, et puis être capable ensuite, une fois qu'on a fait cette prise de recul-là, d'en parler avec l'autre à cœur ouvert. Ça nécessite d'être capable aussi de recevoir ce que l'autre va nous répondre, de baisser nos barrières et de dire c'est OK, je suis prêt, je me sens suffisamment dans l'amour et dans l'ouverture pour avoir un dialogue à ce sujet-là. Merci. Quand j'ai connu mon mari, on ne parlait pas la même langue. Pendant environ 2 ans, je pense, on a parlé en espagnol. C'est une langue qu'on maîtrise assez bien tous les deux. Mais ça a provoqué beaucoup de frustration de ne pas pouvoir avoir des discussions profondes, de ne pas nous comprendre. Et maintenant, au fil des années, je me suis mise à parler le français, notre relation s'est améliorée. Et je suis persuadée que c'est aussi grâce au fait que nous parlons finalement la même langue. Mais en revanche, j'ai connu des couples, plusieurs couples, donc qui viennent du même pays et qui parlent la même langue, mais qui semblent parler des langues différentes. Dès l'extérieur, en fait, on voit qu'il y a une réelle incompatibilité dans leur communication. Qui provoque beaucoup de disputes à cause des simples malentendus. Est-ce qu'il y a un conseil que tu peux leur donner pour améliorer leur quotidien? Ça touche à quelque chose qui est peu connu, peu reconnu en fait. On croit qu'on parle la même langue et on ne parle jamais la même langue. Parce que finalement, derrière les mots, on a tous ce qu'on appelle un référentiel. C'est-à-dire qu'un mot pour nous représente quelque chose et on pense que c'est pareil pour tout le monde. Et en fait, pas du tout. Un exemple assez flagrant et pertinent par rapport au sujet du couple, c'est le mot amour. Quelqu'un va dire je t'aime et pour une personne, je t'aime, ça veut dire je te possède. Tu es à moi. On l'entend dans les chansons et ça me... Je suis complètement d'accord. Je suis allergique à ça. D'autres vont dire je t'aime, ça va vouloir dire j'ai besoin de toi tout le temps parce que je suis en dépendance. D'autres vont dire je t'aime, ça veut dire je t'aime inconditionnellement. Je t'aime comme tu es, je t'aime pour qui tu es, pour ce que tu es dans ma vie, mais tu es libre.
Tu es libre d'être avec moi, tu es libre de faire autre chose et je te reconnais dans ta puissance. Et voilà. Donc, c'est important de savoir ce qu'on met derrière les mots. Alors, je ne donnerai pas ma propre définition de l'amour parce que je ne cherche pas à juger quoi que ce soit par rapport à ce que les gens ressentent et par rapport à ce qu'ils veulent dire. Mais quand on est dans une relation, et en particulier dans une relation de couple, c'est très important d'expliciter ce qu'on met derrière les mots. Pour ça, il faut être dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire dans l'ouverture et dans le dialogue. Une autre astuce aussi, c'est de reformuler ce que dit l'autre. Quand notre partenaire nous dit quelque chose et alors, surtout si on sent que ce n'est pas tout à fait raccord, qu'on n'est pas trop à l'aise avec ce qui vient d'être dit ou qu'on n'est pas trop d'accord, etc., c'est de le reformuler pour que l'autre comprenne bien ce que nous, on a entendu, ce que ça signifie pour nous. Comme ça va lui laisser l'opportunité aussi, peut-être de dire « Ah, mais non, mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire, en fait. Attends, tu ne comprends pas. » Bon, le « tu ne comprends pas », c'est un petit peu jugeant, mais peu importe, on ne va pas s'arrêter sur les formulations. L'idée, c'est vraiment de se dire « Ok, bon, on est bien d'accord sur le fait que ça veut dire ça, que donc ça implique ça. » Voilà. Donc ça, c'est très important. Et effectivement, même quand on parle la même langue, c'est indispensable. Oui. C'est vrai que dans une relation de couple, peut-être même dans des relations d'affaires, c'est inévitable de ne pas se disputer. Après, moi, je considère que les disputes, c'est pas forcément un signe d'un couple malheureux ou d'une relation défectueuse, tant qu'il y a du respect. Mais du coup, est-ce qu'on peut se disputer d'une manière bienveillante, exprimer ce qu'on veut dire d'une manière saine pour préserver l'harmonie et la pérennité du couple? Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on expérimente en communication non violente, notamment. Pour pouvoir... Alors, déjà, il faut s'entendre sur ce que signifie la dispute. Parce qu'une dispute, pour certains, c'est un simple désaccord, c'est déjà de la dispute. Alors que pour d'autres, la dispute, ça va être quand il y a de la bagarre vraiment, ou de la vaisselle cassée, ou je ne sais quoi. Donc, il y a différents degrés de dispute selon ce qu'on met comme signification derrière. Mais la base, c'est déjà de percer l'abcès le plus tôt possible, c'est-à-dire ne pas attendre d'avoir accumulé beaucoup de frustration, beaucoup de rancœur, etc. Parce que là, ça risque d'être très destructeur et d'être très violent pour l'un comme pour l'autre. Donc, le plus tôt possible, dès qu'on sent quelque chose qui commence à monter, c'est de le partager. Ça va être, pour pouvoir le faire de façon bienveillante, ça nécessite de regarder à l'intérieur de soi ce qui se passe, de reconnaître nos émotions, de s'en détacher le plus possible. C'est-à-dire, évidemment, quand la colère monte, la dispute, elle est rarement bienveillante. On est dans le choc, etc. Donc, dès qu'on ressent ça, c'est être capable de dire, attends, là, je sens que pour moi, là, je suis en train de... Je vais criser. Je pars 5 minutes, je vais faire un tour pour faire retomber tout ça, pour pouvoir te dire posément ce que je ressens. Ça peut être une astuce. En tout cas, même si jamais il y a eu dispute violente, après coup, ça va être de revenir sur le sujet en expliquant. Et avant de revenir sur le sujet, il faut avoir fait donc ce travail intérieur d'aller analyser ce qui s'est passé en nous, quelle a été l'émotion déclencheur, quel a été le sentiment sous-jacent, parce que le sentiment, c'est quelque chose de plus profond, et à quel besoin c'est relié en nous. Par exemple, l'émotion, le déclencheur, ça a été, tu m'as dit que j'étais jamais ponctuelle. C'est venu toucher un truc chez moi, ça m'a mise en colère parce que je fais beaucoup d'efforts tout le temps pour être à l'heure, etc. Puis là, ça fait un retard, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas été en retard. Donc, parce que mon besoin, c'est que tu reconnaisses les efforts que je fais. Je fais des efforts et j'ai besoin d'être reconnue dans les efforts. Donc, d'aller exprimer ça et de dire à l'autre, une fois qu'on a exprimé tout ça, c'est de dire qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que qu'est-ce que ça te fait à toi quand je suis en retard, par exemple? Qu'est-ce que ça te fait de savoir que je fais vraiment beaucoup d'efforts pour m'améliorer?
Qu'est-ce que tu penses qu'on peut trouver comme solution pour que ce soit, pour pas que ça provoque des situations extrêmes comme ça? Donc là, j'ai donné l'exemple d'un retard, c'est très anecdotique et banal, mais ça peut être une source de conflit, ça, même des sujets aussi, aussi oui, Ah, bien anecdotiques. sûr, bien sûr. Voilà. Donc, la clé pour améliorer ça, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de l'autre aussi. C'est-à-dire que quand on voit que l'autre s'énerve, ça va être de lui offrir cet espace pour prendre du recul. Soit de l'inviter à le faire, si c'est une démarche qui s'est appropriée, soit aussi de lui offrir cet espace-là, lui dire, oh là, attends, je vois que tu te mets en colère et je ne comprends pas ce qui se passe parce que je ne suis pas du tout dans l'agression ou dans le reproche ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux juste essayer de me dire ce qui te met mal à l'aise là maintenant? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui provoque ça? Et puis lui offrir ce processus-là d'analyse et d'aller au fond de soi, qu'il puisse le verbaliser. Et une fois que c'est sorti, finalement, d'un seul coup, il y a ah ouais, mais en fait, c'est idiot. Voilà. Oui, prendre du recul. Prendre du recul et puis être, oui, vraiment toujours dans cette intention d'être en relation avec l'autre. Ne pas se couper de l'autre sous prétexte qu'on est dans des émotions, dans des choses pas confortables, ne pas vouloir prendre le dessus, vouloir avoir raison à tout prix, mais vraiment être toujours dans, OK, moi je pense ça, toi tu penses ça, d'accord, on n'est pas d'accord. Et après, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave, est-ce qu'on est obligé de tomber d'accord? Des fois, il y a des situations sur lesquelles on n'est pas obligé de tomber d'accord. Sur des discussions politiques, on a le droit d'avoir chacun nos opinions. On sait que si on ne partage pas du tout les mêmes opinions, à la limite, soit on évite le sujet, soit on est capable d'en parler en mode débat. J'aime beaucoup cette astuce d'analyser ce qu'on a dit, notamment suite à une dispute dans le couple, parce que c'est pas du tout quelque chose d'inné. Moi, je pense que presque personne ne le fait, donc c'est important de mettre la conscience là-dessus si on veut évoluer dans ce domaine-là. Florence, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Vous pouvez suivre Florence sur Facebook, sur son profil personnel à son nom, Florence Albi Amitri, je l'ai bien dit, et sur sa page Facebook et YouTube en tapant Passionnément, tout attaché. Je vais donc mettre tous les liens en bas de cette vidéo. Merci beaucoup encore une fois. Beaucoup, Anna. Et à très bientôt. À très bientôt. Bye.